Qui aurait pu croire qu'une voix capable d'apaiser des salles entières puisse, un jour, se retrouver étouffée par le vacarme d'une vie trop exposée? Qui aurait imaginé que derrière le visage lumineux d'Isabelle Boulay, derrière cette douceur québécoise devenue l'une des signatures les plus puissantes de la chanson francophone, se cache une fatigue plus ancienne, plus profonde, faite de renoncements, de blessures muettes et de concessions accumulées dans l'ombre? Et si derrière les apparitions rares, les sourires maîtrisés et les silences si bien tenus, se dissimulait une vérité bien plus troublante que celle que le public a longtemps voulu voir? Car il existe des histoires d'amour qui ne s'effondrent pas dans le fracas, mais qui s'usent dans la tension, dans la distance, dans les compromis répétés, dans cette impression terrible de ne plus habiter la même vie. Et lorsqu'une femme comme Isabelle Boulay laisse entrevoir, ne serait-ce qu'un instant, le poids d'une existence sous surveillance, c'est tout un décor qui vacille. Avant d'être liée dans l'imaginaire public à l'une des figures les plus redoutées du barreau, puis de la vie politique française, Isabelle Boulay était déjà, à elle seule, un destin. Née le 6 juillet 1972 à Sainte-Félicité, au Québec, élevée dans cet univers rude et sensible où la musique semble pousser dans l'air comme une seconde langue, elle n'a pas été fabriquée par le système. Elle s'y est imposée. Son histoire a quelque chose de presque romanesque. Adolescente, elle quitte l'enfance tranquille pour Matane, étudie la littérature et voit le destin forcer une porte qu'elle n'avait pas encore osé ouvrir. En 1988, des amis l'inscrivent à son insu à un concours de chant. Puis viennent Petite-Vallée en 1990, Grand Bay en 1991, la France, les festivals, les premières scènes, les premiers regards qui se retournent. Très tôt, on comprend que sa voix ne ressemble pas aux autres. Elle porte les blessures, les nostalgies, les élans, les amours trop vastes et les chagrins trop lourds pour être dits simplement. La suite appartient déjà à l'histoire de la chanson francophone. Fallait pas en 1996, puis État d'amour en 1998, et enfin le basculement. Avec Mieux qu'ici-bas, Isabelle Boulay ne devient pas seulement populaire. Elle entre dans cette zone rare où une artiste cesse d'être une promesse pour devenir une évidence. Son site officiel rappelle qu'elle est détentrice de 19 Félix et de 2 victoires de la musique, qu'elle partage avec Céline Dion le record du plus grand nombre de Félix remportés dans la catégorie Interprète féminine de l'année, avec 7 trophées, et que Mieux qu'ici-bas a franchi le cap symbolique du million d'exemplaires vendus. Son parcours l'a menée à l'Olympia de Paris, à la Place des Arts de Montréal, sur les grandes scènes de France, du Québec, de Belgique, de Suisse, et bien au-delà. Autrement dit, au moment où l'amour entre à nouveau dans sa vie, Isabelle Boulay n'est pas une femme en quête d'existence. Elle est déjà une institution. Et c'est peut-être là que réside le premier nœud du drame. Que se passe-t-il lorsqu'une femme habituée à respirer dans l'espace immense de la scène se retrouve enfermée dans les contraintes d'un amour qui n'appartient plus tout à fait au domaine privé? Dans sa vie sentimentale, rien n'a jamais semblé totalement simple. Les biographies publiques évoquent sa relation avec Stéphane Rousseau au début des années 2000, puis sa maternité avec la naissance de son fils Marcus en octobre 2008, né de sa relation avec le producteur Marc-André Chicoine. Ce simple rappel suffit à comprendre une chose essentielle. Isabelle Boulay n'arrive pas dans cette histoire comme une jeune femme naïve découvrant les vertiges de l'attachement. Elle arrive avec un passé, avec des regrets sans doute, avec une mémoire, avec les cicatrices ordinaires que la vie laisse même sur les visages les plus admirés. Il y a chez elle, depuis longtemps, cette manière de chanter les passions comme si chaque note avait déjà connu la perte. Ses chansons parlent d'amour, oui, mais rarement d'un amour facile. Comme si son œuvre entière avait préparé le terrain à une réalité plus ambiguë, plus rugueuse, moins photogénique que les unes de magazines. Puis survient Éric Dupond-Moretti, homme de plaidoirie, de puissance verbale, de controverse, de présence. Une figure qui occupe l'espace, qui attire le regard, qui polarise. Les sources publiques indiquent que leur relation est connue depuis 2016 et qu'elle s'est poursuivie alors même que lui entrait au sommet de l'appareil d'État français comme ministre de la Justice en 2020. À partir de là, leur histoire ne peut plus être une histoire comme les autres. Ce n'est plus seulement la rencontre entre une grande chanteuse et un homme brillant. C'est la collision entre deux mondes irréconciliables dans leur rythme, dans leur exposition, dans leurs exigences. D'un côté, une artiste dont la matière première est l'émotion.
De l'autre, un homme de loi plongé dans l'affrontement public, dans la conflictualité permanente, dans la lumière froide du pouvoir. Sur le papier, cela fascine. Dans la réalité, cela use. C'est ici que le récit devient plus sombre, non pas par des révélations fracassantes que les sources ne confirment pas, mais par ce qu'elles laissent deviner. Le point rapportait qu'Isabelle Boulet avait évoqué la difficulté de vivre sous surveillance lorsqu'on partage la vie d'une personnalité politique et judiciaire de premier plan. Il ne s'agit pas d'une phrase anodine. Vivre sous surveillance, ce n'est pas seulement voir un agent de sécurité dans un couloir ou sentir l'objectif d'un photographe au coin d'une rue. C'est peu à peu perdre le droit à la spontanéité. C'est mesurer chacun de ses gestes. C'est découvrir que l'amour n'appartient plus seulement à deux êtres, mais à tout un appareil de commentaires, de fantasmes, de jugements et d'intrusions. C'est peut-être aussi comprendre que l'intimité, ce luxe que les anonymes tiennent pour acquis, devient pour certaines femmes un territoire presque inaccessible. Et c'est là, sans doute, que naît le vrai vertige. Non pas forcément dans le scandale, mais dans l'érosion, dans cette lente corrosion des jours où deux êtres peuvent encore s'aimer, et pourtant se heurter à tout ce qui les entoure. Le pouvoir déforme les horaires, les priorités, les silences. La célébrité artistique, elle, exige une disponibilité émotionnelle que la vie politique supporte mal. Isabelle Boulet appartient au monde de la nuance, du souffle, de la fragilité offerte au public sous forme de chansons. Éric Dupond-Moretti, lui, a longtemps incarné le rapport de force, la joute, la tension, la contradiction, le combat. Alors forcément, à un moment, la question surgit: combien de concessions une femme peut-elle faire avant d'avoir l'impression de se perdre? Combien de compromis avant de ne plus reconnaître le rythme naturel de sa propre existence? Dans un tel couple, le désaccord ne prend pas toujours la forme d'une scène. Il s'installe parfois dans le quotidien, dans la façon d'habiter le temps, dans l'impossibilité de vivre selon les mêmes besoins. Et c'est peut-être cette incompatibilité de mode de vie, plus encore que les sentiments eux-mêmes, qui blesse le plus durablement. Il faut aussi mesurer ce que représente, pour une artiste comme elle, le poids de l'image publique. Isabelle Boulet a construit sa légende sur la sincérité. Sa voix ne convainc que parce qu'on y croit. Or, quand la femme publique doit protéger l'homme qu'elle aime, se taire pour éviter le vacarme, filtrer sa parole, consentir à la discrétion plus qu'elle ne l'aurait choisi, il y a fatalement un coup intérieur. Celui d'une parole empêchée. Celui d'un récit personnel qu'on n'ose pas dérouler jusqu'au bout. Celui d'une douleur qu'on maquille en loyauté. Ce sont souvent ces sacrifices invisibles qui laissent les marques les plus profondes. Le public n'en voit rien. Il voit des apparitions, des articles, des photos, des mots mesurés. Mais derrière cette maîtrise, il peut y avoir des renoncements autrement plus lourds, des habitudes abandonnées, des solitudes supportées, des libertés redéfinies, des heures perdues à tenter de faire tenir ensemble deux univers qui ne respirent pas au même rythme. Plus le couple est observé, plus le paradoxe devient cruel. La discrétion alimente les rumeurs. Le silence produit des interprétations. L'absence de mise en scène devient elle-même un spectacle. Et dans ce mécanisme infernal, la femme la plus exposée n'est pas toujours celle qu'on croit. Car Isabelle Boulet, contrairement à la caricature que certains voudraient imposer aux compagnes de grands hommes, n'est ni au décor, ni une ombre. Elle possède son œuvre, son histoire, sa stature, son public. Elle n'est pas devenue quelqu'un par reflet, elle l'était déjà. Voilà pourquoi le prix d'une telle relation peut être si élevé. Lorsqu'on a bâti sa vie dans la conquête de sa propre voix, le simple fait de sentir cette voix contrainte peut devenir une souffrance sourde. Alors, cette relation fut-elle celle qui lui coûta le plus? Les sources publiques ne permettent pas de l'affirmer comme une certitude, mais elles autorisent une lecture plus subtile, peut-être plus poignante encore. Parce que toutes les blessures ne se ressemblent pas. Il y a les amours qui brisent par l'abandon, et il y a celles qui fatiguent par la tension permanente, par le sentiment de devoir tenir, comprendre, s'adapter, protéger, absorber. Les biographies rappellent les relations passées, les tournants affectifs, la maternité, les attachements d'avant. Mais dans le cas d'Éric Dupond-Moretti,
Un élément spécifique change tout. Il ne s'agit pas seulement d'un homme aimé, il s'agit d'un homme autour duquel gravite une machine publique. Et aimer quelqu'un qui appartient, au moins en partie, à cette machine, c'est accepter que l'amour ne soit jamais totalement libre. Ce qui rend l'histoire d'Isabelle Boulet si fascinante, c'est justement cette contradiction. Au moment où sa carrière lui offre le plus de légitimité, le plus de reconnaissance, le plus de grandeur symbolique, sa vie privée semble lui rappeler que la réussite n'immunise contre rien, ni contre les mauvais ajustements, ni contre les regrets, ni contre cette impression terrifiante de donner davantage qu'on ne reçoit. Son parcours officiel raconte les triomphes, des millions d'albums, des salles prestigieuses, une place majeure dans la francophonie, des distinctions au Québec comme en France. Mais aucune récompense n'apprend à partager son quotidien avec le tumulte d'un homme d'État. Aucune ovation n'explique comment préserver sa paix intérieure lorsque l'existence amoureuse se retrouve happée par le calendrier, les obligations, la sécurité, les commentaires, la représentation permanente. Et pourtant, réduire Isabelle Boulet à la femme blessée serait encore lui faire injustice. Ce qui impressionne dans son parcours, c'est précisément sa capacité à rester debout, à demeurer artiste malgré tout, à préserver ce noyau incandescent qui a fait d'elle une figure si singulière. Les grandes voix ne traversent pas le temps par hasard. Elles durent parce qu'elles savent transformer la faille en timbre, la perte en intensité, la fatigue en profondeur. Chez elles, chaque étape de vie semble avoir nourri l'interprète, comme si les déceptions, loin de l'éteindre, rendaient sa manière de chanter encore plus troublante. Peut-être est-ce là, finalement, la plus grande revanche d'Isabelle Boulet, avoir fait de ces zones d'ombre non pas un tombeau, mais une matière d'art. On pourrait alors relire toute son histoire sous un autre angle. Non pas celui du scandale, mais celui d'une femme confrontée à une vérité que beaucoup découvrent trop tard. L'amour ne suffit pas toujours à harmoniser deux existences. Il n'efface pas les différences de rythme. Il ne répare pas mécaniquement les blessures anciennes. Il n'annule ni le poids des fonctions, ni les incompatibilités de tempérament, ni la violence des regards extérieurs. Aimer un homme puissant n'a rien d'un conte. C'est parfois accepter une géographie émotionnelle instable, où la tendresse cohabite avec l'absence, où l'admiration se heurte à l'épuisement, où l'élan se cogne à la réalité. Et c'est peut-être cette phrase qu'il faut retenir, au-delà des fantasmes, au-delà des mots trop faciles, au-delà des récits simplistes. Il existe des enfers qui ne portent pas le nom qu'on leur donne dans les tabloïds, mais qui n'en sont pas moins réels pour celles qui les traversent. L'enfer peut prendre la forme d'une vie trop contrôlée, d'une intimité trop scrutée, d'un amour obligé de survivre sous la contrainte de mondes incompatibles, d'un quotidien où l'on se sent regardé avant même d'être aimé. Dans cette perspective, l'histoire d'Isabelle Boulet n'est pas seulement celle d'une chanteuse face à un homme célèbre. C'est celle d'une femme qui, après avoir conquis les scènes les plus prestigieuses, a peut-être découvert que le plus difficile n'était pas de tenir devant une foule, mais de préserver son souffle dans une vie qui, par moments, ne lui laissait plus assez d'air. Voilà pourquoi son portrait continue de bouleverser. Parce qu'il ne raconte pas seulement la gloire, il raconte le prix de la gloire. Il raconte les amours qui arrivent quand on est plus innocente, les liens qui exigent plus qu'ils ne promettent, les choix qui laissent des traces, même lorsqu'ils ne se terminent pas dans un fracas officiel. Et au centre de tout cela, toujours, il y a cette voix. Cette voix venue de Sainte Félicité, formée dans les concours, magnifiée par les scènes, célébrée par les trophées, et pourtant chargée de quelque chose d'infiniment plus précieux que le succès. La preuve qu'une femme peut traverser la pression, les regrets, les compromis et les désillusions sans perdre totalement sa lumière. C'est peut-être cela au fond, la vérité la plus forte. Pas un aveu spectaculaire, pas un scandale, pas une confession destructrice, mais la révélation plus rare, plus digne, plus troublante d'une femme qui a tout connu. Le triomphe, la surveillance, l'amour, le doute, la fidélité à soi, et cette bataille silencieuse que personne n'applaudit, celle qui consiste à rester entière quand la vie intime devient plus lourde que les projecteurs. Mais alors, une question demeure, plus troublante encore que toutes les autres.
Que reste-t-il d'une femme lorsque l'amour commence à ressembler à un rôle à tenir plutôt qu'à un refuge? Car avec le temps, certains témoins de l'entourage artistique ont laissé entendre, sans jamais entrer dans les détails, qu'Isabelle Boulay avait dû apprendre à vivre avec une forme de distance émotionnelle imposée par les circonstances. Non pas une rupture franche, visible, spectaculaire, mais une lente dérive, presque imperceptible, où chacun continue d'avancer, mais plus tout à fait sur le même chemin. Et dans ce genre de situation, la douleur ne crie pas, elle s'installe. Elle s'insinue dans les silences, dans les absences prolongées, dans ces moments où l'on comprend que l'autre appartient à un monde dont on ne fera jamais totalement partie. Pour Isabelle Boulay, cette réalité aurait pris une dimension encore plus vertigineuse lorsqu'elle a compris que sa vie personnelle ne lui appartenait plus entièrement. Être aux côtés d'un homme comme Éric Dupond-Moretti, c'était accepter que chaque geste puisse être interprété, chaque parole analysée, chaque absence commentée. Ce n'était plus seulement une histoire d'amour, c'était une exposition permanente, un équilibre fragile entre ce qu'elle ressentait réellement et ce qu'elle pouvait se permettre de montrer. Et c'est peut-être là que réside la blessure la plus profonde, dans cette impossibilité d'être totalement soi-même, même dans l'intimité. Car Isabelle Boulay n'est pas une femme faite pour la retenue forcée. Toute sa carrière repose sur l'émotion brute, sur cette capacité presque rare à mettre à nu ses sentiments à travers la musique. Sur scène, elle ne triche pas, elle donne tout. Mais que se passe-t-il lorsque, dans la vie réelle, cette sincérité devient un risque? Lorsqu'exprimer une faille pourrait déclencher une tempête médiatique, lorsqu'avouer une fatigue pourrait être interprété comme un aveu de rupture. Alors, peu à peu, la parole se ferme, les émotions se filtrent, et la femme libre devient une femme prudente. Certains proches évoquent également cette sensation de sacrifice, presque inévitable dans ce type de relation. Non pas un sacrifice imposé brutalement, mais un glissement progressif. On renonce à certaines habitudes, on accepte de modifier son rythme, on s'adapte aux contraintes de l'autre. Et au début, cela semble naturel, presque noble. Mais avec le temps, une question revient, lancinante. Jusqu'où peut-on s'adapter sans se perdre? Jusqu'à quel point peut-on aimer sans s'effacer? Et c'est souvent là que naissent les regrets les plus silencieux. Ce qui rend cette histoire encore plus poignante, c'est le contraste entre l'image publique et la réalité intérieure. D'un côté, une artiste célébrée, respectée, admirée, qui continue de briller sur les scènes les plus prestigieuses. De l'autre, une femme confrontée à des choix intimes complexes, à des tensions invisibles, à des compromis qui ne se voient pas, mais qui pèsent lourd. Et entre ces deux mondes, une frontière de plus en plus difficile à maintenir. Alors, faut-il parler d'un enfer? Peut-être pas au sens spectaculaire que certains imaginent, mais il existe des formes d'enfer plus discrètes, plus silencieuses, et parfois plus éprouvantes encore. L'enfer de ne pas être totalement comprise. L'enfer de devoir constamment équilibrer amour et liberté. L'enfer de se sentir observé là où l'on devrait se sentir en sécurité. Et surtout, l'enfer de réaliser un jour que l'on a peut-être donné plus que ce que l'on était prêt à perdre. Et pourtant, malgré tout cela, Isabelle Boulay reste debout. C'est peut-être là le point le plus essentiel, le plus inspirant aussi, car au-delà des doutes, des tensions, des sacrifices, elle continue d'avancer, elle continue de chanter, elle continue de transformer ses émotions en art, ses blessures en interprétation, ses silences en profondeur. Et c'est précisément cette capacité à ne pas se briser complètement qui fait d'elle bien plus qu'une simple artiste. Une femme qui a traversé ses propres tempêtes sans jamais perdre totalement sa lumière.